Aujourd'hui, je suis en compagnie de toujours Adrien et de Keegan Smith. Merci Keegan d'être là. Vous êtes sur le podcast de l'Auto-Fit et on est dimanche. Ça fait 2 jours qu'on est au séminaire de Real Movement Project, le séminaire de Keegan Smith, préparateur physique australien à la base. Il y a pas mal de monde au séminaire aujourd'hui et on est sur la fin du séminaire. Il nous reste l'après-midi, donc tu as accepté de faire le podcast avec nous. Donc merci beaucoup. Alors, pour tous les internautes qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Keegan? Ouais, merci pour m'avoir ici. Et ouais, je suis un préparateur physique à la base. Je travaille avec des équipes de rugby depuis que j'avais 20 ans. Maintenant, j'ai 33 ans. Et je travaille avec quelques équipes de Parramatta Eels, London Broncos, et Dragon Catalan. C'est à qui que j'ai appris le français un peu. Et then the Sydney Roosters. Et le dernier, on avait gagné le championnat là, avec les Roosters dans le 2013. Et voilà, je travaille avec Sonny Bill et les gars et ça avait bien marché. Et ça m'a donné un peu de possibilité de me lancer comme éducateur et aider les autres entraîneurs qui ont le rêve de travailler avec les athlètes de plus haut niveau. Et on va à une salle de muscu qui marche bien. Et c'est ça que je dédique maintenant. D'accord, ok. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Real Movement Project? Ouais, c'était toujours le but pour moi, c'était toujours de changer le monde. C'était pas trop. J'avais l'ambition de changer les joueurs, d'aider les joueurs pour gagner ou pour avoir le succès. Mais parce que, enfin, je veux changer le monde. Et je vois trop de gens qui n'ont pas de capacité en physique, qui sont physiquement pas bien. Et ça, c'est dommage pour moi. Pas que pour les athlètes, chez les athlètes, mais tout le monde doit sentir qu'ils sont forts au niveau de corps. Et j'aime bien aider à changer ça. C'est le but de mon vie, c'est améliorer les standards de mouvement. Et là, depuis les Roosters, je dédique à que ça, quoi. Je travaille avec quelques équipes encore et les entraîneurs qui travaillent avec les équipes. Mais en plus de ça, je travaille ensemble avec beaucoup de salles de muscu, les entraîneurs partout dans le monde. Et ensemble, je pense qu'on va changer le problème qu'il y a, qu'il y a trop de monde qui est faible, trop de monde qui n'a pas de confiance en lui-même, trop de monde malade. Et c'est pas comme il faut. Et il faut qu'on le change. Nous, on change ensemble ça. C'est clair que voilà, il y a plein je trouve, de controverses un petit peu dans le coaching, la préparation physique, l'idée de rendre les autres forts alors qu'on est un peu faible parfois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je sais que c'est un petit peu intéressant, l'acheminement qui t'a amené à faire Real Movement Project? J'avais 21 ans et j'avais senti que il faut que je fasse plus, il faut que je fasse les choses dehors d'Australie pour avoir un vrai apprentissage de la vie. C'était trop confortable. J'avais les bons parents et c'était toujours facile à peu près. Et j'avais envie de voir autre chose. En principe, j'allais en Angleterre et je travaillais comme préparateur physique là-bas. Mais après ça, j'avais lu beaucoup de livres de Che Guevara et de musique de Rage Against the Machine. Et j'étais en fort dedans. Et j'avais envie de comprendre pourquoi le monde se marche comme ça. Et c'est avec cet esprit que j'ai parti au Mexique 23 ans. Et j'avais duré 3 années là-bas. Et j'ai fait presque une année dans le Outback en Australie. Et tout pour connaître un peu mieux comment ça marche le monde. Et c'est avec ça que je retournais à la préparation physique avec un autre point de vue un peu. D'accord. Donc on peut dire que ouais, la préparation physique, c'était une partie du chemin, mais ce n'était pas le chemin où tu voulais aller. Finalement, c'était... C'est une part, oui. Souvent, on dit le picture. J'aime bien le physique et c'est dedans ça, c'est très important. C'est la base, en fait, le mouvement réel, mais c'est la base pour faire une chose plus grande, quoi. Ouais. Je dis souvent aux gens, on ne peut pas changer, c'est la pyramide de Diels, tu ne peux pas changer d'état d'esprit si tu ne changes pas non plus physiquement. Et je trouvais que ce que tu faisais, ça rejoignait beaucoup ça. Il y a 4 ans, moi, je t'ai rencontré en Australie. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est physiquement ta transformation. Et d'ailleurs, il doit y avoir des photos de toi encore sur Internet, si les gens veulent regarder, avec des avant-bras de l'espace-temps. Alors, si on peut regarder un petit peu les avant-bras de Keegan Smith, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans ?» Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contenu des années d'entraînement là? Qu'est-ce que tu as intégré dans le Real Movement Project que tu as essayé sur toi? Parce qu'il y a plein de choses que tu sais faire maintenant. Ouais. La chose, c'est pas trop ça. Tu sais, je fais un arraché à 100 kilos que je pensais que ce serait impossible. Je fais les muscle-up, le saut en arrière et tout ça.
Mais ça, c'est juste pour changer à moi-même, pour avoir confiance en moi-même que je peux faire plus grand chose. En film, quand c'est fait, c'est pas trop intéressant. Quand c'est fait, c'est simple. Tout est difficile, juste que c'est simple. Quand tu l'avais fait, c'est facile et c'est pas trop intéressant depuis ça. Alors, le but de la vie, c'est de toujours avoir la prochaine étape où tu veux passer. Et c'est pas important à quel niveau tu es. Si quelqu'un qui entend ça, il dit non, je fais même pas 10 pompes bien. Mais fais ça. En principe, fais ça et après, prends le prochain pas. Le but, c'est juste de prendre le prochain pas. C'est pas, je m'en fous si tu es le meilleur du monde ou si tu es une qui commence. Mais le but, c'est chercher un peu plus. Les gens qui viennent à un truc comme ça, un séminaire, c'est parce qu'ils cherchent un peu plus. Et je les encourage parce que je suis sûr qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Et je donne un pouce. On fait les entraînements, on voit les techniques. Mais surtout, c'est avoir l'envie, avoir pourquoi et savoir que tu es capable. Tu es capable. Je ne doute pas que tu es capable de faire un handstand. Mais si tu feras, ce sera plutôt si c'est important pour toi. Si tu as vraiment envie, si tu es capable de voir les disciplines et tout ça. Mais physiquement, tu es capable de tout faire. En ce moment, aujourd'hui, on parle beaucoup de mouvements fonctionnels comme certains mouvements d'haltérophilie, certains mouvements où, comme ce week-end, tu nous as appris pour la plupart, ils savaient déjà le faire, mais pour d'autres, tu nous as appris quelle étape passer pour pouvoir arriver à faire des handstand push-up. C'est complètement différent du bodybuilding ou du muscle building qu'on utilisait avant. Quelle est la place de ce bodybuilding ou de ce muscle building, pour le coup, dans la préparation physique de nos jours? La base, c'est le corps que tu as. Si tu peux pas faire la force avec l'os, le bones, il ne force pas. Tu es obligé d'avoir des muscles. En fait, maintenant, beaucoup de gens, ils ont perdu cette idée parce qu'ils ne veulent pas être sur le stage avec un petit string tout bronzé. Ils disent non, le bodybuilding, c'est pas pour moi. Mais tu es obligé d'avoir ça. Tu regardes les crossfitters, le haut niveau maintenant, tu regardes le rugbyman, ils ont le corps qu'il faut pour faire ces sports. Alors, si tu veux faire la performance de le même niveau qu'eux, il faut avoir un corps à peu près comme eux. Et la base de ça, pour la plupart des gens, il faut faire plus de bodybuilding parce qu'ils ont trop de gras ou moins de muscles comme il faut. Si tu as beaucoup de gras, tes performances en force relative vont être moins bien. C'est comme travail de sprint, lesté ou de saut, ça va être moins long que si tu enlèves le lest. C'est pour ça, les meilleurs athlètes, toujours secs, et ils ont de quantité de muscles importants. Le base, c'est en fait le bodybuilding. C'est très facile. Quand un gars a déjà le muscle, c'est facile de le faire monter au niveau de performance. Mais quand quand ils n'ont pas de muscle, quand ils sont tout maigres, tu sais que c'est un travail de 2 ans, 3 ans pour faire un handstand push-up parce qu'il n'y a pas de muscle là. Ça va prendre beaucoup plus de temps. S'ils n'ont pas de forme d'athlète où il veut être pareil, comment, tu sais? Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du CrossFit et l'arrivée de beaucoup d'entraînements freeletics, tous ces combinaisons d'entraînement, on donne la part belle à des mouvements polyarticulaires, donc fonctionnels. Mais parfois, je crois qu'on oublie que pour réaliser une traction, pour quelqu'un qui est vraiment faible, il va falloir que les muscles du dos ils se connectent bien. Et parfois, tu as besoin de travailler, je pense, en isolé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que quand tu n'as pas les bons muscles aux bons endroits, ça ne marche pas. Tu peux tirer autant que tu voudras, tu vas finir les épaules en avant, des mauvaises habitudes comme ça. Ouais. Non, ouais, c'est dommage maintenant parce qu'on cherche le mouvement fonctionnel avec polyarticulation et tout ça, on a loupé, on a perdu beaucoup de notre connaissance sur le corps, le travail à base de Poliquin, de Charles Poliquin, et même avec Ido Portal, il y a toujours ces bases d'isolation. Ça commence avec l'isolation, et avec ça, tu peux passer à des choses un peu plus compliquées, complexes. Alors aussi pour la réhabilitation, je vois beaucoup de monde avec les blessures, ils ne savent pas quoi faire pour le réparer. Le bodybuilding, pour moi, c'est la base pour la rééducation. Il faut travailler principalement, en principe, doucement, avec pas beaucoup de poids, mais petit à petit,
faut relancer avec bodybuilding pour les muscles, pour les articulations blessées, pour les tendons blessés. On a les autres techniques avec, excentrique, isométrique, mais la base pour moi, c'est encore ce travail de bodybuilding. Si aujourd'hui tu devais reprendre une équipe pro en préparation physique, qu'est-ce que tu changerais par rapport à ce que tu as fait il y a encore 2-3 ans, par rapport à tout ce que tu as appris sur toi dans ton changement personnel, etc. Qu'est-ce que tu changerais ou pas d'ailleurs, dans ta préparation physique? Je pense que ça dépend de l'équipe, ça dépend des gars en face. Le base, c'est encore là, plus de force, meilleure coordination, avoir une vision un peu plus grande de pourquoi on veut gagner, de pourquoi on veut être très fort. Il y a une bonne base de nutrition, un style de vie. Mais le plus grand changement, je pense, peut-être en détail, sera un peu plus de travail élastique. Je pense qu'on n'a pas fait autant comme il faut de travail de pliométrie de basse intensité. Je pense que ça, c'est une chose intéressante que je mis en place. Le travail de Marinovich, c'est un mec des États-Unis, Speed of Sport. C'est vraiment intéressant. C'est un autre chemin c'est un peu contre où j'étais éduqué un peu avec Westside Barbell et Charles Poliquin. C'est un autre chemin un peu. Je pense que ça sera peut-être le plus grand change au niveau des détails avec le joueur. Ouais. On parle beaucoup de force et de vitesse et le rapport entre la force et la vitesse, etc. Est-ce que réellement on peut progresser sur sa vitesse grâce à la force? Ah oui. J'avais envie de jouer dans le jeu olympique pour le hockey. C'est gazon, ouais. Et j'étais très lent. Mon père lui a dit à moi que tu ne vas pas monter à ce niveau parce que tu es lent. Mais tu peux avoir une bonne endurance et peut-être tu arriveras avec l'endurance. Et mon père était entraîneur, il était une éducation physique, il travaillait avec éducation physique à l'école. Et voilà, j'avais pensé peut-être que ce serait impossible pour moi de gagner vitesse. Mais j'avais pensé, putain, je cherchais les livres et je vais faire ce qu'ils font les sprinteurs et voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai appris le travail muscu et entre 15 ans et 18 ans, j'étais une de les plus lents et j'arrive d'être une de les plus rapides dans cette période. Et c'est à cause de faire le travail basique, de travail squat, soulevé de terre, épaulé. C'était même pas le top du programme, mais les autres, ils ne font pas. Et je le faisais et comme ça, j'ai monté beaucoup de niveau. Et c'est un mythe, c'est de force. Si tout le monde sait qu'il peut gagner en squat, il peut gagner en épaulé, pourquoi il ne gagnera pas les 2-3 premiers pas? Les 2-3 premiers pas d'une sprint, c'est que de force. Il y a plus de résistance parce que le corps, sans un momentum, il est lourd. Et c'est le truc de force pour commencer. Et en fait, dans le sport, c'est le premier deux pas ou la capacité d'arrêter, agilité. Ça fait plus de différence que la vitesse maximale, quoi. Et ça, c'est vraiment changeable. Et on a changé beaucoup. Si tu es un préparateur physique et tu ne penses pas en changer accélération, décélération, agilité, tu n'es pas un vrai préparateur physique. C'est dommage qu'il y a beaucoup qui pensent un peu comme ça. Le souci qu'on a, après je vois dans les clubs, je ne connais pas trop le préparateur physique des clubs français au rugby par exemple, mais dans les moyens clubs et donc dans d'autres sports collectifs, le fait de dire justement c'est important les 2-3 premiers mètres, les changements de direction, on voit des gens qui sont en train de travailler de plus en plus sur juste des skills, des drills, et essayer de changer ça. Et tout à l'heure, on le voyait très bien dans ton séminaire, à un moment donné, une accélération, c'est une explosion au niveau concentrique, un départ comme un deadlift, pas le départ du point mort. Un ralentissement, ralentir pour repartir ailleurs, c'est beaucoup de force excentrique. Et plus j'ai de la force excentrique, plus ça va être facile pour moi de partir, de bloquer et de repartir. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas ici, par exemple, le travail de la force. Alors comment toi, tu intègres le travail de la force pour leur faire comprendre aux athlètes dans ce schéma de démarrage, stop, démarrage? Je les expliquais, je sais le physique, le joueur normalement il comprend, c'est pas trop difficile, je sais pas pourquoi beaucoup qui font les études sur ça. Je ne fais pas de généralité hein, pour tous les athlètes de haut niveau, je vois juste ça dans les clubs plutôt moyens. Ouais, non, mais je vois que c'est dommage que la plupart des endroits,
il ne met pas autant d'emphasis sur la force. Et il faut qu'on travaille plus. Mais pour moi, les joueurs, ils ont compris. Les athlètes avec qui je travaille, c'est pas trop difficile de les expliquer que s'ils produisent plus de force, et on le verra. Et on a testé les choses tout le temps. Et si je leur montre les chiffres sur le tapis, ils voient que de plus en plus, ils produisent plus de force, ils sortent plus haut. La force relative, la puissance relative, c'est toujours plus. Ou la force absolue, la puissance absolue aussi, si ça monte, s'ils continuent de monter, ils savent, je n'ai pas besoin trop d'expliquer parce que le chiffre est là. Ouais. On va laisser un peu les athlètes tranquilles. On va conclure sur toi. Alors, tu publies pas mal sur les réseaux sociaux des expériences sur toi-même. Pour toi, quelles sont les expériences que tu as testées qui t'ont le plus impacté ces 3 dernières années? Je pense que les 2 plus grandes choses sont très récentes. Ça fait un grand moment que j'ai fait diète Whole Foods, paleo, à peu près ça. Je dégage de toutes les choses processées, sucre et tout ça. Mais j'avais encore un peu de problèmes de santé. De petite, j'avais toujours problème de santé. On va parler de ça cet après-midi. Mais j'étais jamais capable de forcer physiquement parce que j'étais trop malade. C'est toujours me gêner. Peut-être c'est pour ça aussi que je n'ai pas arrivé aux Jeux olympiques. Aussi parce que Rage Against the Machine et tout ça, un peu autre style de boot, mais c'était un peu parce que j'étais trop malade, trop de blessures et trucs. Mais là, c'est que ça change ultimement, c'est 2 choses. C'est le Wim Hof Method de respiration et de travail de ça, que je pense que c'est vraiment énorme. On peut renforcer le système immunologique, et on peut changer le niveau d'inflammation dans le corps. Les études de ça, c'est énorme. Et si tu ne connaissais pas Wim Hof, il faut faire l'effort de savoir qu'est-ce qu'il faut. Il y a un documentaire, Iceman. Je ne sais pas si tu as vu Iceman. C'est un petit documentaire. Mais ouais, voilà ce qu'ils ont fait. Ouais. Documentaire, si vous avez l'occasion, allez voir Wim Hof. Tu peux le connecter, mais c'est vraiment c'est énorme le travail qu'il a fait et ça a changé le monde beaucoup. À côté de ça, c'est le ketogenic diet, et ketones. C'est une vraie grande chance pour moi. Ça fait 6 mois que je le fais, j'ai pris 5 kilos. C'est pour ça que tu m'as dit un peu plus costaud. C'est juste cette année. Attention, pas 5 kilos de graisse. Hein, je pense que je suis plus sec, j'ai plus de veines et tout ça que depuis 6 mois et j'ai pris 5 kilos de muscle, 5 kilos de poids. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu le régime cétogène? Ouais. Normalement, tu ne manges pas de glucides. Tu prends toute l'énergie de gras et de protéines. Le glucide, c'est entre 25 et 100 grammes par jour. Pas beaucoup, ça dépend de chacune. Et après ça, il y a un nouvel supplément qui est venu dans le marché, que c'est les ketones exogenous. Tu peux le prendre comme supplément, les ketones. Il parle comme le 4e macronutrient. Tu as glucides, gras, protéines et ketones. On peut travailler avec ça. C'est pour ça qu'on n'est pas mort si on ne mange pas pendant 7 jours. C'est les ketones qui fait que le cerveau continue de fonctionner. Et parce qu'on n'arrête pas de manger maintenant, on ne fait pas comment on dit, le fasting, tu sais, on n'arrête pas de manger. Dans toutes les... Ouais, ça. Dans toute l'histoire de religion et tout ça, ils avaient toujours une période de jeûne et on a peur de ça. Et parce qu'on a peur de ça, on n'est pas de ketones maintenant. Et là, la recherche qui sort sur les ketones, c'est énorme. Et il y a beaucoup, et ça fait un grand moment qu'il y a des scientifiques qui savent ça, qui sachent, mais les gens ne veulent pas l'écouter. Et là, maintenant, ça sortit un produit pour le prendre. Ils utilisent injecté, ils utilisent la manière que tu peux le prendre comme supplément. Et avec les études avec ça, je commence à voir les records du monde d'endurance, ces trucs qui se battent avec. C'est aussi pour les problèmes de cerveau, épilepsie, beaucoup de conditions mentales. Ouais, je crois qu'il y a des problèmes aussi. Il y a des améliorations avec Parkinson ou Alzheimer. Parkinson, ouais, diabète et beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que ça se passe, mais si tu regardes les études et la chose qui sort là, et pour moi, après tout ça,
je les avais pris et je fais cette diète et je vois que la vie pour moi, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que j'invite les autres à faire l'expérience, même si tu ne l'aimes pas, si ça ne marche pas pour toi, c'est une autre expérience, tu retournes à ce que tu as fait avant. Mais moi, j'avais envie d'être mieux que j'étais et comme ça, je cherche. Et ça, c'est deux trucs que pour moi, je suis vraiment, vraiment content d'avoir rencontré, quoi. Quel livre tu peux conseiller aux gens qui ont envie de s'inspirer On a tous des inspirations. Ouais, j'ai une liste de 100 livres. J'aime bien livres et j'ai une liste de 100 pour les gens qui je travaille avec dans mon programme. J'encourage beaucoup de livres. Mais je pense, un que j'ai parlé ici, que je pense que c'est vraiment important, c'est Switch. C'est Chip and Dan Heath, Switch. C'est un livre sur le changement des habitudes. Si on a de bonnes habitudes, on va avoir du succès. Si on a de mauvaises habitudes, on va avoir rien de bien. Et ce livre, ça explique comment on change, pourquoi ça change et beaucoup de niveaux de ça. Et je pense que c'est vraiment important pour les gens comme nous qui travaillent. Principalement, le but, c'est changer à nous-mêmes ou changer à l'autre gens. Et il faut savoir comment on change. Comment on change nous-mêmes, comment on change l'autre gens. Il y a des études dessus, il y a des bons livres dessus. Et là c'est une. Ok. Donc, tu peux nous répéter le titre? Switch. Switch. Voilà, ça doit être simple à trouver. Ouais. Si on veut te suivre sur Internet, où est-ce qu'on peut aller checker toutes tes vidéos, Ouais, sur Real Movement Project, Instagram, Keegan Smith Live, Snapchat. C'est peut-être le meilleur. Après, Facebook. Ah, je sais toujours pas utiliser Snapchat. Je deviens vieux. Il va falloir s'y mettre. C'est un peu plus tranquille. J'aime plus. C'est un peu plus naturel. Tu n'es pas obligé de faire autant comme il faut avec Facebook et ça. Mais Instagram, ils viennent de faire à peu près comme Snapchat. C'est une nouvelle innovation de. Pour moi, le média social, c'est important parce que c'est avec ça, j'ai la publicité partout et ouais, ça marche très bien pour envoyer un message à tout le monde, à plus en plus de gens. Parfait. Merci beaucoup, Keegan, et à la prochaine. Merci les gars.